parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. De nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Merci à vous tous à l'international, plusieurs mois sauf à vous évidemment pour interagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il faut mémoriser, qu'il ne faut surtout pas oublier, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, hein, nous allons relayer vos messages en direct dans notre émission dans la deuxième partie. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Farana sur Bamboo FM. Vous êtes du côté de Mamou, la ville Carrefour. Évidemment, Fraternité FM relaie cette émission. Merci à Cela Média qui relaie l'émission évidemment aussi à travers les réseaux sociaux sur Facebook, sur Twitter, entre autres. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. La lutte contre l'épidémie d'Ebola donc est en cours. Les agents de santé sont déployés donc à Gouéké pour contenir la propagation du virus. La recherche des contacts du patient zéro n'a encore permis de les identifier. Néanmoins, à ce jour, plus de 100 personnes qu'on soupçonne avoir été proches des malades sont actuellement suivis donc en Zérékoré et à Conakry. Sur place, les autorités administratives s'impliquent dans la sensibilisation. Mais pour quel résultat à ce jour? Jacques Liwali nous pose la question ce matin chez les GG. Ibrahim Akone, il est sous-préfet de Gouéké. Il répondra évidemment aux questions des GG ce matin, ici même sur Radio Espace. L'actualité politique reste marquée donc en Guinée par le procès en attente ou en cours des opposants et activistes de la société civile. Alors que les avocats annoncent leur retrait de toute procédure judiciaire, le gouvernement sort un rapport détaillé de ce qui serait donc le plan déjoué donc du FNDC et de l'UFDG. Les ministres de la Sécurité et de l'administration du territoire rappellent les discours tenus donc par les opposants au troisième mandat et s'appuient sur quelques événements et photos d'armes et de munitions. Veut-il ainsi justifier leur détention? Certaines, en tout cas, frontières avec les pays voisins restent toujours fermées pour les mêmes raisons. Pendant ce temps, l'idée de dialogue voulue par une frange de la classe politique ne semble pas être une priorité du pouvoir. Pour commenter donc cette actualité et évoquer le rôle qu'il compte jouer pour rapprocher les positions assez divergentes, honorable Aboubakar Souma, président du parti Guinée pour la démocratie et l'équilibre, répondra évidemment aux questions des GG ce matin. Mesdames et messieurs, d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Avec vous, l'équipe des GG, mon cher Ahmed Kourouma, bonjour. Non, c'est El Hadj Ahmed Kourouma. Voilà, El Hadj Ahmed Kourouma, voilà. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, non, je suis, voilà, merci. Ouais. Merci Saint-Lamine. Saint-Lamine. Tu m'as plus que ça. Hein. Non, j'ai eu une révélation mystique aujourd'hui. Ouais. Tu vois comment je suis habillé face aux deux demoiselles de Rochefort, là. C'est possible, voilà, nous sommes les gardiens de la tradition. Hein, voilà la modernité en rose. C'est terrible, Ahmed. Et nous, les gardiens de la modernité. Voilà. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que Ahmed, il s'est donné pour objectif ce matin de nous attaquer à Jacques et moi. En plus, il m'a prévenu. Hein. Et alors, il n'était pas venu comme ça. Il faut dire ça aux téléspectateurs. Il n'était pas venu comme ça. Et comme par magie, je ne sais pas s'il ne veut pas qu'on lui demande de nous parler de Pelé aujourd'hui. On te dit c'est mystique. Daouda est grave. Vous savez, il a une particularité, il a une tenue exceptionnelle. Oui, pourquoi vous aimez cette tenue-là? Je vais arrêter de fréquenter les gloglos, j'arrête les cigares. Ouais. Enfin, tu vois, c'est la prière 5 fois par jour là maintenant. Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour l'ami. Très bien habillé ce matin, Maf. Oh là là. Toi surtout. Quelle beauté. Ton slogan de... On va se blesser. De blessage. On va se blesser. On va se blesser. J'ai regardé la vidéo. Ah mais tu as souffert. C'est bad. C'est bad. Après, on va se blesser. J'ai dit, mais le slogan en fait c'est Hussein Kaba de Suite FM qui l'a inventé. D'accord. Voilà. Donc en tout cas ça continue et là tu embarques Ahmed. Ça c'est différent. Ah oui, c'est pas fini. Mais est-ce que tu as vu Cabinet ce matin? C'est magnifique. Il est magnifique ce matin. C'est très bien, c'est super.
Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on attend évidemment Moussa Moïsila qui va venir dans un instant. Et puis aussi, ce matin, voilà, blessure totale quoi. Mais ça va, on va se blesser. Allez, encore une fois, merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans cette émission Les GG. Évidemment, on commence par l'actualité. Mafoudi à Bangoura, la frontière sera rouverte, il faut le dire, demain jeudi. Je parle de la Sierra Leone, Guinée-Sierra Leone. Effectivement, et c'est on ne voit pas par exemple cette annonce dans le communiqué final, mais dans le communiqué final, déjà ce qu'on peut comprendre, déjà remonter à ces multiples rencontres qu'il y a eu entre d'abord les ministres des deux pays. Oui. Il y a eu une visite du côté de la Sierra Leone où il y a une délégation guinéenne qui s'est rendue avant. Après, on a vu dès l'arrivée du nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Khalil Kaba, qui s'est rendu en personne avec le ministre de la Sécurité, M. Albert Damandan Camara. Donc, il y a eu des échanges et c'est à l'issue de cette rencontre qu'on a décidé, enfin, qu'il a été annoncé l'arrivée du président en personne, Julius Maada Bio, ici en Guinée. Oui. Et 2 jours après, je crois, ils ont officialisé la date du 15. Ce qui a été fait, il est donc venu. Ce sont apparemment de très belles échanges et on en sort avec plusieurs accords signés. Oui. Plusieurs accords qui ont été signés. Donc des accords de coopération sur le plan sécuritaire. Trop de bouquins pour continuer. Il fallait un moment de pause. Je suis Mauriennais. Bah oui. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux? C'est nous qui sommes à la primature. Sur le plan économique, sécuritaire et pas mal de choses au niveau des douanes. Donc on en sort avec une collaboration plutôt renforcée parce qu'on se souviendra de la décision unilatérale du président guinéen, c'était je crois à 2 semaines de la présidentielle, de fermer ces 2 frontières, la frontière avec la Sierra Leone et la frontière avec le Sénégal, et ces autorités n'avaient pas été saisies. Donc pour beaucoup ça devait être de nature à justement créer un climat plutôt pas sympa entre les 2 nations, mais côté sierra-léonais, on s'en sort avec ces accords, ces échanges, ces ententes qui ont finalement sanctionné ces visites. Et au finish, c'est qu'il y a des accords bien évidemment, mais ce qui intéresse davantage le Guinéen, en fait beaucoup de Guinéens, parce que quand on voit les conséquences de la fermeture au niveau de ces commerçants, les conteneurs qui sont bloqués, on a une idée du flux qu'il y a entre les 2 pays, et à cause de la fermeture, il y a beaucoup de pertes qui ont été enregistrées au niveau de ces commerçants. Donc pour eux, il y a ces accords, j'en parlais tout à l'heure, mais ce qu'on peut retenir davantage, c'est qu'effectivement, dès demain, le trafic reprendra entre les 2 pays. Qu'en est-il du Sénégal? On n'en sait pas. De ce côté, les annonces ne sont pas encore là, mais en ce qui concerne la Sierra Leone, on en sort, enfin les deux pays en sortent avec des relations plutôt renforcées, très bien renforcées, ne serait-ce qu'à lire le communiqué final, parce que les accords concernent beaucoup de domaines. Voilà. Allez, Moussa Moïse, une bonne nouvelle, on va dire comme ça en tout cas pour les commerçants. Oui, on peut le dire. Moi, j'ai été tout de même charmé par la sagacité du président sierra-léonais. En moins de 6 mois, je ne sais pas combien de voyages il a effectué ici à bord de son petit avion. Il est quand même venu voir son grand frère à plusieurs reprises. Il y a la volonté. C'est grâce à son courage que j'ai pu comprendre que la Guinée aussi pouvait faire souffrir quelques pays à côté. Non, mais je pensais que si je pensais derrière tout le monde, mais au moins on a compris que avec la Sierra Leone, il y a beaucoup de dépendance vis-à-vis de la Guinée sur beaucoup de plans, notamment par rapport à certaines denrées de première nécessité. Et ce monsieur joue sa réélection parce que en Sierra Leone, la question de la protection de l'intégrité du territoire est dévolue au président de la République. Le vice-président s'occupe de la sécurité intérieure. Effectivement. C'est un peu une règle du côté de la Sierra Leone. Et le problème que les 2 pays ont, au-delà du sempiternel problème de Yanga, cette fois-ci, c'était les problèmes liés à la sécurité nationale côté guinéen, à la veille de la présidentielle dernière. Donc, des éléments concordants, vous savez, en termes de services de renseignement, la Guinée a quand même un pas en avant, parce qu'on a quand même un lourd héritage quand vous pensez à des flics, de vrais flics, comme Ramani Sissé, comme celui qui est du côté de Madifine Diané. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment des gars, des messieurs formés par la Russie et tout, à l'époque de Sékou Touré. Donc, en termes de renseignement, on a cet héritage-là. Donc, ces informations concordantes nous sont parvenus aux oreilles du président Alpha Condé, comme quoi il se préparait à quelque chose. Je ne peux ni l'infirmer ni l'affirmer. Mais j'estime que quand il y a des indices qui donnent ce genre d'informations, qui sont payés pour le faire, parce que les informations de ce genre coûtent excessivement cher. Vous savez tous les risques que l'on prend dans ce sens. Les doubles espions qui ont été tués dans le monde, c'est
c'est énorme. Donc, quand il y a ce genre d'informations, vous prenez le temps de les vérifier. Et quand vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas freiner, prévenir, vous fermez, vous prenez vos dispositions. Je pense que c'est ce qui a été fait. Il y a eu beaucoup de conséquences, c'est vrai, sur les transporteurs guinéens, sur ceux-là qui avaient pris des camions, parce que les camions, ils ne sont pas propriétaires, ils ont loué les camions et il fallait payer de façon journalière. Donc, les conséquences ont été énormes. Les cris de cœur du syndicat des transporteurs, ça devenait un peu de trop. Mais il a fallu attendre que des choses soient réglées. La dernière visite, je pense qu'elle a été décisive de la délégation guinéenne du côté de Freetown. Vous avez vu le nouveau ministre des Affaires étrangères. Au passage, il faut quand même saluer un peu son courage. C'est quand même quelqu'un qui est un peu... On sent qu'il est dans son monde. Et il est méthodique, Lilou. Il est méthodique et puis il ne vaut pas le français comme il ne vaut pas l'anglais. Voilà, donc c'est important dans les relations internationales. C'est très très important. Il ne faut pas dire comme hier avec Antoine ici. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Il est là avec le ministre de la Sécurité. Il était également avec le directeur central de la police judiciaire, entre autres. Donc la question de la sécurité intérieure, de la menace qui vise la Guinée, je pense qu'elle n'a pas été en ce moment-là complètement épongée, à mon avis. Voilà, selon quelques indiscrétions. Maintenant, l'arrivée, c'est parce qu'elle n'a pas été complètement résolue qu'il a fallu que le président vienne. Il a fallu que le président vienne. Des détails qu'on ne peut pas donner. Le président est venu et je pense qu'il a réussi à convaincre le professeur Alpha Condé. Mais quoi qu'il advienne, si la menace annoncée est sincère, elle est réelle, je pense qu'au-delà de l'image, parce que la diplomatie a eu ses lettres de noblesse dans le non-dit, il faudrait quand même que la question de la sécurité intérieure ne soit pas du tout omise face un peu à toute la jubilation devant les caméras du monde. On peut ouvrir, il faut quand même travailler de façon interne, de façon invisible, parce que c'est ça aussi les services de renseignement, pour que s'il y a menace, elle soit complètement jugulée. Voilà, Moussa Moïse, Sila, Jacques Léoaleno, de l'espoir. Oui, ben, maintenant, on peut même dire que nous avons enregistré une grande avancée. Et les deux pays n'ont aucun intérêt à se retrouver dans une situation de conflit. Et je crois, la Sierra Leone l'a bien compris, la Guinée aussi. C'est qu'il faut peut-être dire ici, je crois que ça donne un peu, si vous voulez, un argument fort aux autorités de Conakry qui disaient qu'il y avait une menace sécuritaire. Quand vous parcourez le rapport dont Antoine parlait hier et qu'on a commenté brièvement ici, ça ressort clairement. On parle de mercenaires qui seraient venus des pays voisins et qui se retrouvent en Guinée. Aujourd'hui, les frontières seraient fermées pour permettre à ce que ces personnes-là puissent être extirpées de la population. Est-ce que c'est vrai? Comme Moïse l'a dit, ça ne ressort pas clairement dans la communication parce que la diplomatie est faite aussi pour cela. Évidemment. On parle de façon superficielle devant la population, mais en sourdine, on essaye de régler un certain nombre de choses. Peut-être que du côté de la Sierra Leone, du côté des autorités de Freetown, il y a eu des garanties nécessaires pour éviter que une telle complicité ne vienne pas mettre en danger la population de Conakry ou la population de la Guinée tout court. Il faut dire que la Sierra Leone et la Guinée, c'est au moins 500 km de frontières. C'est une bonne partie de la Basse-Côte et toute la Guinée forestière. Parce que vous avez au moins la préfecture de Guékédou où on parle de cette zone Yenga qui est au centre d'un conflit, un conflit latent, mais qui en réalité ne fait pas, en tout cas ne fait pas apparaître de l'animosité entre les deux gouvernements. Malgré il y a eu la guerre à un moment donné, ce sont les militaires guinéens qui étaient là parce que c'est à Nongoa, mais si vous allez au-delà de ce que les deux États peuvent tirer de la zone, c'est au moins un même peuple, c'est le peuple Kissi qui se trouve là et qui a des liens forts entre comment on appelle ça, Kailaou et Nongoa. C'est un même peuple. Vous avez des femmes de Nongoa qui sont épousées par des hommes sierra-léonais de Kouendou. Et puis il y a eu par le passé cet accueil que la Guinée de Lansana Conté a réservé à ce peuple sierra-léonais qui a longtemps vécu ici. Donc il y a autant de raisons qui expliquent aujourd'hui la nécessité de faire évoluer le débat et les questions sécuritaires ne viennent pas mettre à mal nos rapports. Et l'autre chose, il faut quand même dire que la Guinée peut, n'est-ce pas, profiter du rapport ou des rapports qu'elle a avec ces pays qu'elle dépasse légèrement.
Parce que en Sierra Leone aujourd'hui, on a un pied là-bas dans les affaires, mais également dans les travaux publics. Vous avez des sociétés, des BTP qui construisent des routes du côté de la Sierra Leone. Ça veut dire que nous exportons un peu notre savoir-faire, et ça c'est quelque chose de concret. On va au-delà des discours. Il y a des travaux qu'on vient faire là-bas, et lorsque nos représentants, donc nos entreprises ici partent là-bas, sont accueillis comme nous accueillons les Chinois dans notre pays. Je crois qu'on peut bien profiter de cela pour de cette supériorité. Non. Allez, diplomatiquement, ça ne se dit pas. Pas de supériorité, mais voilà. C'est de la coopération. Non, mais j'ai bien compris, Jacques. C'est de la coopération. J'ai bien compris. Diplomatiquement parlant. Maintenant, dans le document, on parle de beaucoup de choses. Moi, j'apprends par exemple, et ça ressort un peu cette amitié qu'on veut sceller. On veut que les autorités de Conakry et celles de Freetown travaillent de concert pour obtenir par exemple les vaccins contre le coronavirus. C'est quelque chose de fabuleux, parce qu'on ne peut pas mener ce combat-là seul. Dans le cadre d'une coalition, même des relations bilatérales, Jacques, ça peut parfois donner des forces nécessaires. Bien, allez-y mon cher Ahmed Kourma. Non mais Moussa Moïse parlait de grands flics. C'est vrai que la Guinée a une tradition. Moi je tiens à saluer à l'antenne M. Amadou Camara, qui est le matricule 001 au niveau des flics. C'est mon tonton. Je discute beaucoup avec lui. Bref, je suis heureux ce matin pour plusieurs raisons. J'ai toujours dit ici que la diplomatie était importante, que le leadership guinéen devait retrouver sa place. Et à travers l'Afrique de l'Ouest et à travers l'Afrique en général. Nous sommes en passe de redevenir une puissance régionale. Cela étant, grâce à qui vous avez Lilou Kaba, qui a été mis à la place où il faut. C'est un diplomate chevronné, bilingue, voire trilingue. Je sais que tu hausses ses épaules. Je te vois venir là. Non, mais il essaie de me déstabiliser. Je vais faire les louanges. J'ai bien fait. Bon, donc maintenant je suis heureux parce que vous avez deux ministres jeunes, super compétents, le ministre de la Sécurité et le ministre des Affaires étrangères, qui ont négocié. Tout ne se dit pas sur la place publique, là, surtout en diplomatie on reste discret, mais pour une fois la présidence de la République a laissé mandat à deux jeunes ministres d'aller négocier, et la Guinée s'en trouve renforcée. Si vous voyez qu'il y a eu des voyages entre le président sierra-léonais qui est venu en Guinée, c'est parce que deux jeunes ministres sont allés à Freetown, ont négocié, ont mis, ont préparé le terrain au communiqué final qui a eu lieu hier. Et c'est ça un État fort. C'est ça un État qui décide tout à coup de prendre ses responsabilités au moment où il y a du terrorisme, au moment où il y a de l'insécurité, au moment où on parle de drogue, au moment où les frontières sont poreuse, parce que tout le monde, aujourd'hui, il y a la CEDEAO, il y a la libre circulation des biens et des personnes. On a là la Guinée qui commence, je dis bien commence, à retrouver son leadership d'antan et à imposer sa force, parce que on parle d'amitié, certes, mais je le répète ici, un État n'a pas d'amis, un État n'a que des intérêts, et la Guinée est en train de faire valoir ses intérêts. Donc je tire chapeau aujourd'hui à ces deux ministres qui sont Damantan Camara et Ibrahim Khalil Kaba. Quand c'est bon, il faut le dire. Eh ben oui, non, mais attendez, Ahmed, s'il te plaît, voilà. Allez, ça commence bien. Merci Ahmed de l'avoir dit. Puisque vous trouvez que c'est bon, merci de l'avoir dit. Mais vous n'allez quand même pas nous contraindre de dire ce que vous voulez qu'on dise. Je suis un dictateur mal élevé, je te signale. Allez-y, mon cher Daouda. Aujourd'hui, au-delà de la coopération diplomatique entre la Guinée et la Sierra Leone, la Guinée et la Sierra Leone, ce sont deux pays, on le dit avec le Mali, mais foncièrement également, avec la Sierra Leone, la Guinée et la Sierra Leone, ce sont deux pays en un. Quand vous allez en Sierra Leone, vous avez les camarades, vous avez des camarades, des comtés, des Silla, qui sont des Traoré, qui sont des Léonais. Il y a des embranchements également en Guinée. Moi, par exemple, quand je dis que j'ai une partie de ma famille qui est léonaise et une autre qui est guinéenne, et même hier, mon grand frère m'appelait, il dit je veux aller à Freetown, mais les frontières s'ouvrent quand. J'ai dit ça va être après-demain. Donc les familles sont comme ça. Quand vous allez en Sierra Leone, vous avez Gissi Town, vous avez Connaught Town. Ce sont des parents, ce sont des frères, des sœurs qui vivent là.
Koindou dont on parle, Yenga dont on parle également à Nongoa, vous êtes à Nongoa, vous avez un œil sur Koindou et tout le flux commercial se passait là. Les Guinéens se trouvaient là, les Kouranko qu'on trouve en Guinée, il y a des Kouranko également du côté de la Sierra Leone. Ce sont des familles qui sont intégrées, il faut le dire. Donc voir aujourd'hui que la frontière se ferme entre les deux pays, ça amène au-delà de l'aspect économique, mais également l'aspect social. Ça touche négativement les deux pays. Et aujourd'hui que les deux pays se mettent ensemble pour aller vers la rouverture de cette frontière. Et au-delà, il faut le dire, qu'on ne se limite pas à la ouverture des frontières, il faut renforcer ces renseignements, il faut renforcer la vigilance. Parce que les petits malins, ils peuvent être partout. Notre problème aujourd'hui, c'est que dès qu'un problème est posé, dès qu'un aspect est touché, on y trouve tout de suite un caractère politique qu'on veut banaliser pour dire non, c'est tel, on est habitué à ça, c'est ceci, c'est cela, le Guinéen, c'est là. Mais il faut être très vigilant. Aujourd'hui, les petits malins, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais lorsque les États ne sont pas vigilants, les États ne collaborent pas, ne coopèrent pas profondément dans la sincérité pour éviter le pire, la Sierra Leone en a bien les expériences. La Guinée peut bien en avoir. Quand on sait que la Guinée, la Sierra Leone à un moment donné a servi de base arrière pour la rébellion au Libéria, il en a été autant. Pour la rébellion au Libéria, la Guinée a hébergé par moments des rebelles qui partaient attaquer du côté du Libéria, ainsi de suite. Et tout cela s'est passé, on le sait, l'histoire se dit. Il faut que cet aspect de sécurité, de vigilance soit renforcé, qu'on ne banalise pas tout, qu'on ne politise pas tout. On peut bien voir l'aspect politique, mais que chacun se mette dans son rôle de contrôle de vigilance des frontières pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes plus graves qu'on pourrait enregistrer dans notre pays. Voilà. Vous êtes chez les GG. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur cette antenne. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran si vous le voulez bien. Le 00224 657 39 13 13. Ça se passe également sur Twitter. Hashtag Espace GG avec plaisir. Sous le coup de 10 heures, nous allons prendre évidemment. On va essayer de s'intéresser évidemment à vos réactions sur Twitter. La lutte contre l'épidémie d'Ebola est en cours. Les agents de santé sont en déploiement donc à Gouaké pour contenir la propagation du virus. La recherche des contacts du patient zéro n'a pas encore permis de les identifier. Néanmoins, à ce jour, plus de 100 personnes qu'on soupçonne donc avoir été proches des malades sont actuellement suivis donc à Zérékoré et à Conakry. Sur place, les autorités administratives principalement s'impliquent dans la sensibilisation. Mais pour quel résultat? Nous posons cette question ce matin. Ibrahim Akouné, sous-préfet donc de Gouaké, répondra évidemment aux questions des GG ce matin sur Radio Espace. L'actualité politique reste marquée en Guinée par les procès donc en attente ou en cours des opposants et activistes de la société civile, alors que les avocats annoncent, oui, il faut le dire, leur retrait de toute procédure judiciaire. Le gouvernement sort donc un rapport détaillé de ce qui serait le plan déjoué du FNDC et de l'UFDG. Les ministres de la sécurité et de l'administration du territoire rappellent les discours tenus donc par les opposants au troisième mandat et s'appuient sur quelques événements et photos d'armes et de munitions. Veut-il ainsi justifier donc leur détention? Nous allons comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec notre invité évidemment qui va nous rejoindre dans la deuxième partie de l'émission. C'est bien sûr monsieur Souma, honorable Abakar Souma. Il est député donc à l'Assemblée nationale. Il va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission Les GG. On parle géopolitique ce matin, mon cher Moussa Moïse Silla. G5 Sahel. Tu suis un petit peu ou pas du tout, mon cher Moussa? Oui, je sais un tout petit peu que le Tchad tient le leadership dans ce domaine et que par le passé, cette organisation qui a quand même pu faire reculer le djihadisme, le terrorisme dans le Sahel, a connu des bisbilles, notamment des incompréhensions entre les États qui le composent. Il a même été question du budget, du fonctionnement réel de
de cette organisation. Et vous avez remarqué que les États membres ont fait le pas beaucoup plus parce que toucher en première ligne par rapport à d'autres, on fait le pas plus que d'autres, alors que la question du tourisme, c'est une question, c'est une nébuleuse. C'est-à-dire, on sait peut-être où ça peut commencer, mais on ne sait jamais où ça prend fin. C'est pourquoi la communauté internationale, à des milliers de lieux, vient tout de même envoie des moyens pour nous prêter main forte. Donc je trouve que avec le leadership du Tchad et comment on appelle, de la communauté internationale, on pourrait venir à bout de cela en contenant tout de même cette propagation, cette avancée des djihadistes au niveau du Sahel. Voilà, mon cher Moussa, on va revenir dans un instant. Hein. D'abord, on va suivre cet élément et derrière, on revient sur Radio Espace et dans notre émission Les GG. Président Déby, je disais que je vous remerciais pour la réunion que je regrette de ne pas partager avec vous physiquement, mais qui reflète très bien l'intensité de notre mobilisation collective pour le Sahel et le chemin parcouru. Et je félicitais aussi le président Razouani pour l'impulsion décisive qu'il a su donner au G5 Sahel au cours de sa présidence. Et je sais combien le Tchad aura à cœur de démontrer le même volontarisme. Et d'ailleurs, cher président Déby, cher Idriss, vous avez déjà donné un gage éclatant de votre engagement avec la mise en route du bataillon qui rejoindra dans quelques jours la région des Trois Frontières, ce qui est une décision forte et courageuse que je salue et qui viendra conforter la force conjointe G5 Sahel. Il y a un an à Pau, vous l'évoquiez, nous avons collectivement marqué un sursaut collectif face à une situation qui avait beaucoup endeuillé nos pays, à la fois nos forces armées et nos civils. Je me souviens du lourd tribut payé évidemment en novembre par les armées françaises, en décembre par les armées nigériennes, pour ne citer qu'elles. Et nous avons réussi à mettre en place véritablement un mécanisme de commandement conjoint, une contribution remarquable du général Namata à cette nouvelle organisation, de véritables résultats dans la zone des Trois Frontières et des acquis durant cette année écoulée. Je veux d'ailleurs ici souligner combien, il y a un an, nous n'aurions peut-être pas tous estimé possible et si paisible les transitions qui sont en train de se faire et l'organisation d'élections libres et dans de bonnes conditions au Burkina Faso, ce qui me permet de féliciter le président Kaboré, et l'organisation dans de parfaites conditions d'élections au Niger, dont le deuxième tour se fera dans quelques semaines, et ce qui me permet là aussi de féliciter le président Issoufou. L'ennemi que nous avions désigné à Pau comme prioritaire, à savoir l'État islamique au Grand Sahara, a perdu son emprise et subi de lourdes pertes. Avec l'appui de Barkhane, de la force conjointe du G5 Sahel, des armées sahéliennes ont repris des postes et des zones qui avaient été occupées par des éléments terroristes. Et maintenant, l'enjeu de N'Djamena est véritablement de passer une nouvelle étape, d'aller encore plus loin et plus fort sur la mobilisation collective en matière de lutte contre le terrorisme et de consolidation de notre structuration militaire, mais également d'avoir sur le plan politique et civil le même sursaut que celui que nous avons eu il y a un an. Et j'ai pour ça 3 messages très simples à passer. Le premier message, c'est de souligner que nous ne devons pas relâcher la pression sur les groupes terroristes. Poursuivre l'emprise sur les Trois Frontières, avec en particulier l'apport du bataillon tchadien, mais mener dès les prochains jours et prochaines semaines des opérations concrètes dans cette zone pour retrouver le contrôle. Et dans la zone des Trois Frontières, forcer véritablement notre action. Je pense aussi au RVIM et à la Katiba Massina, dont la plus haute hiérarchie continue de nourrir un agenda et une idéologie djihadiste. Et là-dessus, nous réengageons nos forces pour véritablement essayer d'aller décapiter ces organisations avec une action renforcée. C'est aussi pourquoi, enfin, je me réjouis des perspectives d'opérationnalisation du fuseau ouest de la force conjointe sous l'impulsion des présidents Razouani et Ndao. Le deuxième message que je souhaite passer, c'est que nous devons, et vous l'avez fait, Président, à l'instant, nous devons obtenir le soutien collectif à la force conjointe du G5 Sahel. En 3 ans, le chemin parcouru est considérable, comme en attestent les récents succès des opérations Bourrasque et Eclipse. L'Union européenne a pris toute sa part dans ce soutien avec le financement des équipements, qui nous avaient précédemment beaucoup occupés. L'UEMOA a également apporté une contribution financière décisive. Je salue mes frères ici présents qui se sont beaucoup engagés. Si nous voulons maintenir cette dynamique, nous devons être au rendez-vous. On a mis en place la force conjointe G5 Sahel, nous avons mis en place un fonds fiduciaire
Et nous avons identifié le besoin de 40 millions d'euros par an pour faire fonctionner cette force, pour payer les primes et pour le fonctionnement. Il nous faut maintenant continuer de solliciter l'ensemble de nos partenaires internationaux pour donner de la visibilité à nos forces conjointes, obtenir les financements dans la durée. Et je le sollicite, et vraiment tous les partenaires européens, golfiques, internationaux qui sont là, c'est pour nous la clé, avec en parallèle un chantier diplomatique qui a été évoqué par le président Macky Sall à l'instant et le président Déby, qui est d'obtenir la mise sous chapitre 7, évidemment, des Nations Unies de la force conjointe G5 Sahel. Mais nous ne pouvons pas attendre une telle décision qui, on le sait, va prendre plusieurs mois. On doit dès maintenant accélérer notre financement de la force conjointe. Enfin, c'est le troisième point, nous ne devons pas simplement lutter contre l'emprise des groupes terroristes, nous devons aussi donner une perspective aux populations du Sahel. C'est le deuxième sursaut que nous devons réussir, celui du retour de la sécurité et des services aux populations. Et là, nous devons avoir la même méthode que pour Pau. Une impulsion au plus haut niveau de l'État, des objectifs mesurables et tangibles, un dialogue étroit avec les partenaires. Et je souhaite que l'Union européenne puisse être l'acteur clé de l'accompagnement de justement cette poussée, ce sursaut civil et de son suivi au quotidien. Et je veux vraiment saluer à cet égard l'implication personnelle du président Bandao qui a, avec beaucoup de courage, repris ce flambeau, qui a su réunir il y a quelques jours le comité de suivi à Kidal, ce qui était inédit, ce qui marque un vrai retour de l'État et une reconquête justement politique. Et salue aussi les engagements récemment pris par le président Kaboré, qui a eu l'occasion de me les annoncer à Paris, et sa volonté aussi justement de signer avec EUTM pour qu'il y ait un retour aussi, une consolidation en termes de formation des armées, et le travail très rigoureux du président Issoufou pour que l'ensemble des zones, en particulier dans les 3 frontières qui sont ainsi libérées, puissent être pleinement reprises en main par l'État, les associations et une action concrète pour donner des perspectives aux populations. Voilà, je conclurai en soulignant que la mobilisation internationale en faveur du Sahel n'a au fond jamais été aussi puissante. Et je veux remercier à ce titre les partenaires européens qui se sont engagés dans la montée en puissance de l'opération Takuba et qui acceptent ainsi de mutualiser le risque du sacrifice ultime que prennent nos soldats. Cette mobilisation n'est pas seulement militaire, comme en témoigne aussi le nombre toujours croissant de membres de l'Alliance pour le Sahel que nous avions créée à l'été 2017 et ce qui est aussi démontré par l'engouement que provoque un projet comme la Grande Muraille Verte, qui est un projet de développement essentiel pour toute la région et développer les projets d'agroforesterie. Je veux aussi souligner l'importance de la mobilisation de l'Organisation internationale de la francophonie. Je sais que le secrétaire général est à vos côtés, chère Louise, et qui mène aussi beaucoup d'actions sur le terrain pour nous accompagner en matière d'éducation et en matière justement de soutien aux populations. Tout ça montre que c'est par le collectif et l'action concrète sur le terrain que nous réussirons. La France continuera d'y prendre sa part, parce que je sais que chacun est ici pleinement mobilisé. Voilà, Président, ce que je voulais vous dire, en félicitant aussi le docteur Jimé Adoum pour sa désignation comme haut représentant de la coalition, l'assurer du plein soutien de la France, et remercier également la CEDEAO et l'Union africaine de leur présence. Je sais que notre frère Nana est avec vous et à vos côtés, et que Moussa Faki est là également, mais ce sont des acteurs essentiels de cette lutte avec tous les pays sahéliens. Merci, cher Idriss, mon cher ami. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. LGG, c'est aussi géopolitique, évidemment, mon cher Ahmed. On a écouté Emmanuel Macron. Oui, mais non, discours fort. On va pas s'épiloguer, mais il a utilisé un mot très fort en diplomatie, c'est décapiter le terrorisme. Ouais. C'est un mot extrêmement fort, un adjectif très dense. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, et c'est là où on parle de géopolitique, c'est-à-dire qu'il y a eu la déstabilisation de la Libye. Et puis les groupes terroristes sont allés faire leur marché. Ils ont acheté des armes, ils ont déstabilisé une
partie du Cameroun, une partie du Tchad, une partie du Mali, etc. Donc ce que le président français a bien résumé, c'est mutualiser nos forces de manière à combattre cet obscurantisme-là. Parce que l'enjeu est civilisationnel. Pardon, excusez-moi, j'en bafoue ce matin. On est en train de se dire, est-ce que l'Afrique va sortir de cet obscurantisme-là qui consiste à découper des mains, imposer la charia, etc. Ou est-ce qu'on va garder nos traditions et rentrer dans la modernité? Le président français comme le président Déby ont parlé des enjeux qui sont des enjeux d'agriculture, qui sont des enjeux d'industrialisation de l'Afrique, qui sont en gros des enjeux économiques. Donc tout ça mis dans un, on est en train de dire tout simplement qu'il va falloir effectivement décapiter le terrorisme, que la Guinée prend part. La Guinée est à Kidal. Vous voyez, ça, je ne comprends pas aussi que le gouvernement ne communique pas. Nous sommes engagés, nos forces armées sont engagées à Kidal. Il y a eu des morts, il y a eu des sacrifices. Ce sont des sacrifices que nous sommes en train de faire aux côtés de la France et de la communauté internationale, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans la Corne, dans l'ouest, dans l'est de l'Afrique, concerne le monde entier, que les choses soient claires. Si il y a une déstabilisation ici, si les djihadistes arrivent à faire ce qui a créé, imaginons le cauchemar absolu, un État islamique, ça va déstabiliser toute la région, l'Algérie, etc. Donc c'est vraiment, je pense que c'est une très bonne chose, le Sahel G5. Les pays, le Tchad, ils sont réputés, la France a beaucoup de respect pour le Tchad, et nous savons à quel point les Tchadiens sont des guerriers en termes d'armée. La Guinée est impliquée, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. On a vu les attentats en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, le Burkina Faso, où il y a eu des morts, où on tue des chrétiens, ce qui est inacceptable pour nous, qui sommes des modérés. Donc voilà, c'est de la géopolitique, c'est bien d'en parler ce matin, pour que nos compatriotes comprennent les enjeux qui sont les nôtres. Bien. Allez-y, Mafoulia Bangora. Alors, les pays sahéliens, sont ces pays en Afrique qui sont fortement concernés par cette histoire de terrorisme. Il y a notamment la Mauritanie, le Niger, le Mali, Burkina Faso et le cinquième pays, le Mali. Voilà. Donc, il y a eu cette énième rencontre du côté de N'Djamena. Et quand on lit le communiqué final, il y a surtout cet appel à renforcer les équipes. Maintenant, la question, la grosse, si on veut, annonce du côté du président Macron, c'est le maintien des effectifs des forces Barkhane dans la zone, parce que si vous, en France même, il y a l'opinion qui n'est pas totalement d'accord pour le maintien de cette force. Et Macron, qui à un moment donné avait annoncé le retrait, aujourd'hui revient sur sa décision et estime que la force Barkhane doit rester. Maintenant, la question c'est pourquoi, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui la France est obligée de maintenir cette force? C'est vrai que je crois récemment il y a eu cette annonce des renseignements français qui faisait état des menaces dans le golfe de Guinée et beaucoup de pays qui étaient en même temps concernés. Donc il y a peut-être cette crainte qui expliquerait le maintien de la force Barkhane. En tout cas, dans le communiqué final, on a nos dirigeants. Ce qu'on peut aussi constater, entre parenthèses, c'est peut-être cette médiatisation, cette visibilité qu'il y a plus autour du président Macron sur cette question que, par exemple, les présidents africains, parce que j'ai fait beaucoup de sites ce matin. Il est même difficile de trouver les présidents tchadiens ou autres. On parle plus de ce que Macron, lui, a eu à annoncer. En tout cas, dans le communiqué final, on en ressort avec des soutiens, des appels à plus de soutien, mais je pense que le clou final, et ils ont eu à le mentionner dans le communiqué, c'est qu'il est important aujourd'hui qu'on mise davantage sur la bonne gouvernance, parce que quand on va sur les raisons même du terrorisme, c'est généralement des pays qui sont dans la malgouvernance, où les gens ont plus besoin, ne se retrouvent plus, donc beaucoup tombent dans le terrorisme, et bien évidemment, on y ajoute les causes que Ahmed a eu à énumérer sur la Libye et plein d'autres pays qui sont dans l'instabilité, mais en fait le clou revient justement à cette meilleure gestion de nos ressources qui feront que finalement peut-être que beaucoup de pays ne se retrouveront pas dans des conflits. On a vu le cas du Mali où on a eu à faire face à beaucoup de coups d'État. Donc finalement, la gestion, oui, les soutiens et autres pour pouvoir renforcer cette force, on ne le dit pas assez, mais rien que le Tchad, il y a l'armée qui joue un grand rôle. On parle plus de l'armée française, mais rien que l'armée tchadienne, maintenant les 2, les 3 ou les 5, évidemment, ça fait plus de force, mais à la longue, ce qu'il faut, c'est garantir une meilleure gestion pour qu'on évite de tels problèmes dans les pays. Bien analysé, Mafoulia Bangora. Les mots sont durs, hein, décapité. Les mots sont durs. En même temps, il faut peut-être contextualiser tout ça, parce qu'il faut rappeler que la
rencontre de ce niveau qui s'est tenue hier à N'Djamena, donc depuis avant-hier, il y a la mobilisation de ce côté, avec le discours de Macron, fait suite à une autre rencontre l'année dernière à Pau, où il y a eu un discours de Macron menaçant, n'est-ce pas, de se retirer. Et c'était suite à plusieurs critiques qui étaient nées normalement au Mali, mais qui se sont répandus dans l'espace CEDEAO et puis bien entendu au Sahel, où on était en train de mettre en cause un peu le rôle de la France dans la bande sahélienne. Et finalement, Macron a demandé au chef d'État, est-ce que vous pensez que notre intervention est encore nécessaire, parce que ça vous appartient la décision. On a écouté à l'époque Mamadou Issoufou qui disait qu'on ne peut pas se séparer de la France. Nous avons encore besoin de l'implication, n'est-ce pas, de l'armée française, mais également des moyens de la France pour pouvoir soutenir les opérations sur le terrain qui étaient conduites par, n'est-ce pas, le G5 Sahel, parce que c'est lui qui assurait à l'époque la présidence. Bien. Aujourd'hui, cette question au Niger, ça s'est quand même invité dans le débat en cours pour la présidentielle, parce que c'est Bazoum qui veut succéder à Issoufou, où les opposants essayent un peu de tenser ce candidat de la majorité présidentielle. On dit, c'est avec vous, on a Boko Haram, et de l'autre côté, on répond, mais au Nigeria aussi, il n'y avait pas Boko Haram, mais c'est arrivé et ça est étendu jusqu'au Cameroun. La deuxième des choses que je voudrais évoquer, c'est sur l'implication de ces organisations sous-régionales et du discours qu'elles doivent tenir, qui malheureusement n'est pas tenu. Et ça fait que finalement, ce que Maf rappelait tout à l'heure arrive. Vous avez les soldats tchadiens qui sont les plus nombreux dans cette lutte, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, où il y a des attaques répétées. Et ce sont les soldats tchadiens qui meurent aussi le plus. Mais il y a beaucoup plus de communication autour du drame, ou disons des morts, des décès de soldats français, que la disparition de ces soldats tchadiens. Oui, il nous revient, nous Africains, de pouvoir communiquer. Il y a des choses que nous faisons sur le terrain. C'est vrai, nous n'avons pas de moyens comme la France, parce que quand on vous parle de 40 millions d'euros qui vont être injectés pour soutenir, n'est-ce pas, l'opération, l'argent là ne peut pas être collecté par l'UMOA ou bien la CEDEAO dans son ensemble. Les moyens la manquent et aujourd'hui on est limité dans l'action. Et pourquoi on en parle, et je suis d'accord que le sujet soit évoqué ici, parce que les pays sont interconnectés. Et lorsqu'il y a des problèmes en Mauritanie et au Mali, la Guinée se trouve d'une manière ou d'une autre concernée. C'est bien. Allez-y, Mohamed. Oui, moi je m'attendais plutôt aujourd'hui à ce que Ahmed nous dise que la France doit se retirer de G5 Sahel, parce que c'est un nationaliste. Mais j'ai été surpris de constater qu'il... Tu sais, j'ai une intelligence. Alors, je disais aujourd'hui, la France, elle se montre un peu catégorique dans le discours. Quand on écoute Macron, et il se montre un peu plus engagé, un peu catégorique. On a l'impression que dès demain, le terrorisme dans le G5 Sahel va prendre fin. Mais de l'autre côté, il faut aussi comprendre que cela est sous-tendu par cette position, même au-delà de la France, mais cette position dans les pays africains. On a vu au Mali, quand les Maliens se sont levés pour demander le départ des Français, des soldats français, et leur laisser leur pays. On a vu également du côté du Burkina Faso, il y a eu également des voix qui se sont levées. C'est vrai qu'aujourd'hui, Idriss Déby, il reste indéboulonnable, mais la France aussi a amené un peu cette légitimité qu'elle veut enraciner davantage auprès des peuples africains, et cela, ça doit se voir dans le discours que tient le président français. Alors moi je veux juste dire que pour finir que pour lutter contre le terrorisme, il est important de mettre l'accent quand même sur la question de la redistribution des richesses dans le pays. S'il y a 2 poids 2 mesures entre le sud et le nord, vous avez sur un même territoire une population qui bénéficie beaucoup plus des infrastructures sociales de base, qui se sent beaucoup plus dans la chose de la République par rapport à d'autres populations ayant normalement le même statut. Je pense que c'est ce qui constitue le terreau fertile au terrorisme. Ça a commencé au Nigeria comme ça. Vous avez vu celui qui était
le premier chef de Boko Haram, il a utilisé une misère, la misère de sa population. Il a fait passer un discours. Et quand vous avez faim, un tel discours passe parce que c'est non seulement votre parent qui vous parle, et il vous parle d'un contexte que vous partagez tous. Et quand on vous dit en ce moment là, prenez les armes, vous ne réfléchissez pas deux fois. Il appartient à nos chefs d'État d'aller vers ces zones reculées, d'amener le développement vers ces zones reculées, de ne pas attendre que ces populations se regroupent, forment des coalitions armées et viennent vous déranger dans votre luxe du côté de la capitale. Donc je pense qu'il faut penser à cela, en mettant l'accent sur la bonne gouvernance et sur la stabilité de nos États. Parce que c'est tout cela aussi qui contribue à former ces groupes armés-là. Quand vous avez des chefs d'État qui font dans la manipulation des chiffres à chaque élection au niveau des urnes, qui se maintiennent là, il n'y a pas de perspective d'avenir, il n'y a pas de perspective de développement, il n'y a pas d'accent mis sur l'emploi des jeunes, il n'y a pas de décentralisation réelle. Vous avez des choses qui sont en termes de gouvernance effectuées en fonction de la couleur, de l'ethnie ou de la communauté de telle ou telle personne, qui sont des terreaux fertiles, encore une fois à la mine, à ce genre de repli identitaire qui peuvent avoir des conséquences énormes. Donc je pense que tout ce qu'on dit, terrorisme islamique et autres, ce sont des appellations galvaudées. Mais le réel problème, c'est la misère, c'est la pauvreté. Bien. Clin d'œil à Tamba, Zakari Milimono ce matin. Allez-y. Oui, c'est vrai. Deux choses importantes. Il faut qu'on revienne. Il faut qu'on revienne à. C'est vrai. Moussa Moïse a raison. L'islamisme, ou en tout cas l'extrémisme, prend racine là où il y a la misère. Quand les États démissionnent, quand les États n'ont pas de politique appropriée en termes de développement d'emplois jeunes, en termes de perspectives économiques, effectivement, le terrorisme vient prendre racine là. Et pour finir, il faut se souvenir des années 80 avec le fils en Algérie, avec le printemps arabe en Tunisie qui a commencé par l'immolation d'un jeune qui était désespéré. Comment dirais-je, l'Égypte aussi a subi tout cela. Et ça, voilà, c'est pour nous dire attention. Nos États doivent prendre le social en compte parce que c'est là où les terroristes viennent nous laver le cerveau. Ahmed Kourouma, mesdames et messieurs, on reviendra dans la deuxième partie. On s'intéressera évidemment à l'actualité. Nous irons en forêt ce matin, à Gouaké, d'où nous attendons le sous-préfet. Et puis on parlera politique. Notre invité ce matin, c'est une grande gueule, monsieur Aboubacar Souma, président du parti guinéen donc pour la démocratie et l'équilibre. Hein, c'est bien cela. Donc on va l'avoir dans la deuxième partie de l'émission. Et puis on aura à Wankifon ce matin, chez Mafoudi à Bangoura. On s'intéresse aux vrais gens. Mesdames et messieurs, on revient à 10h. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.